Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo bonus compilation de threads d'horreur. Alors pourquoi je dis vidéo bonus? Alors si jamais tu connais pas forcément la chaîne, eh bien il faut savoir que je sors 3 vidéos threads d'horreur par semaine. Généralement le lundi, mardi et ensuite c'est soit le jeudi, soit le vendredi. Voire même le dimanche, en fait c'est pas ultra établi. Mais bon, ce qui est plus ou moins sûr, c'est qu'il y en a 3 par semaine. Et bah justement, celle-ci c'est la 4e pour cette semaine. Du coup bah c'est du bonus. Puisque la 3e vidéo de cette semaine sortira dimanche. Alors oui, la 4e sort avant la 3e, c'est un petit peu bizarre comme concept. Mais bon, que veux-tu? Alors qu'on soit honnête, il y en a, ils adorent les vidéos compilations. Comme ça, vous pouvez cuisiner, vous endormir devant, il n'y a pas de souci. Et il y en a qui n'aiment pas forcément étant donné que t'as pas de contenu nouveau. Et bah pour toi, j'ai quand même une solution. Je t'invite à aller voir la 4e vidéo thread horreur qui est sortie sur la chaîne d'Arzil. Et si jamais tu connais pas Arzil, et ben en fait c'est ma copine. Allez, je vais pas vous prendre plus de temps avant de découvrir ou de redécouvrir ces threads d'horreur. Donc si jamais tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et si jamais tu connais pas du tout la chaîne, j'espère que ces threads d'horreur vont te donner envie de t'abonner. Allez, prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathéo. Il a maintenant 16 ans, mais quand cette histoire s'est déroulée, il en avait 10. Mathéo est québécois et il nous dit que son histoire est complètement folle, mais vraie. Même si certaines personnes ne pourraient ne pas y croire, il nous certifie que cette histoire est bien vraie. Un jour d'automne, Mathéo rentre de son école primaire. Il marche environ 15-20 minutes avant de rentrer chez lui. Arrivé dans sa maison, il est à peu près 15h25. Il vient de finir ses cours, il est totalement crevé. La seule chose qu'il veut faire, c'est se reposer et sortir ses chiens. Il retire alors son manteau et fait sortir les chiens dans son jardin. Puis il se dirige vers la cuisine et il voit un post-it avec écrit « Bonne journée mon amour, je t'aime fort. » Ton homme. En voyant ce post-it, Mathéo il se dit que ça y est, sa mère a enfin un nouveau petit ami. Vers 17h30, Mathéo et sa mère commencent à préparer le dîner pour le soir. En parlant avec sa mère, il lui demande si elle a un nouveau petit ami. Sa mère lui répond alors qu'effectivement, elle a un nouveau petit copain. Et c'est plutôt cool qu'il l'ait découvert puisque ce gars va emménager dans moins d'une semaine. Sa mère lui dit alors que l'homme qu'elle fréquente s'appelle Sylvain et qu'il est super gentil. Et elle lui dit qu'il va aussi venir s'installer avec sa fille de 18 ans qui se nomme Mandy, ainsi que son petit ami qui s'appelle Maxime et qu'ils vont venir avec un autre chien qui s'appelle Lola. Sur le moment, Mathéo il se dit ah ouais quand même, on a déjà 4 chiens de notre côté, ça fait peut-être beaucoup là. Mais bon, il passe à autre chose et le reste de la semaine se déroule très bien. Le jour J arrive et Sylvain et sa famille emménagent avec Mathéo et sa mère. Mathéo il fait donc la connaissance de Sylvain, Mandy et Maxime. Et franchement ça se passe super bien, tout le monde est gentil. Il nous dit qu'il a même créé un lien plutôt cool avec Sylvain, vu qu'au passage ils ont une passion commune. Tous les deux ils adorent le hockey qui est le sport national au Canada. Tout se passe bien pendant 3 mois. On arrive maintenant le 24 novembre qui est le jour de l'anniversaire de Mathéo. En ouvrant ses cadeaux, il a eu au total 400 $. Là je peux vous dire que pour Mathéo, il est ultra riche. À 10 ans, 400 $ c'est énorme. Je peux vous dire qu'il court dans toute la maison. Après un moment, toute la famille se dirige vers le salon 30 minutes pour regarder un match de hockey. Après le match, il dit au revoir à tous ses amis et il va récupérer son argent reçu qu'il a laissé sur le comptoir de la cuisine. Une fois qu'il arrive sur place, il voit qu'il n'y a plus du tout d'argent. Mathéo, il fond en larmes et il va tout de suite le dire à sa mère. À ce moment-là, Mathéo est inconsolable. La mère de Mathéo va alors faire un beau geste et lui donner 200 $ pour le consoler. Après cet incident, Mathéo monte pour mettre l'argent dans sa chambre et il va dormir. Dans cette même nuit, vers 1h30 du matin, Mathéo entend quelqu'un qui ouvre sa porte et qui rentre même dans sa chambre. Il regarde cette silhouette en étant tétanisé. La personne fouille dans son armoire à la recherche de quelque chose. Une fois que c'est fait, elle referme l'armoire et sort de la chambre de Mathéo. En ayant vu ça, Mathéo, il a envie de faire une seule chose, c'est crier le plus fort possible. Mais il n'y a absolument rien qui sort de ses cordes vocales, il est totalement tétanisé. Quelqu'un est venu dans sa chambre fouiller. Il ne sait pas ce que cette personne lui veut. Alors, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est essayer de se rendormir. Le lendemain, au réveil, Mathéo il décide d'aller en parler à sa mère. Sa mère lui dit alors bah tu sais quoi, demande à Sylvain ou Maxime si c'est pas eux qui sont venus fouiller. Mathéo va donc demander à Sylvain s'il est rentré dans sa chambre cette nuit-là et il lui répond qu'il dormait comme une roche. Et quand il demande à Max, il lui dit qu'il n'était pas là cette nuit-là. 3 mois vont alors se passer sans aucun événement. En fait, si, Sylvain a demandé en mariage la mère de Mathéo et elle a accepté. Passons un petit peu les mois et le 22 septembre, la mère de Mathéo et Sylvain se sont mariés. Le mariage s'est très bien passé. On avance alors le 24
24 novembre qui est le 11e anniversaire de Matteo. Il reçoit encore de l'argent et il se passe le même scénario que la dernière fois. À la fin de la soirée, il veut alors récupérer son argent et là il n'y a plus rien du tout. Forcément ça l'attriste et il se met à pleurer. Il va alors en parler à sa mère et elle va lui donner 100 $ de consolation. Là il se dit non, je vais pas me faire avoir, je vais les mettre dans un mini coffre-fort. Les mois vont alors passer et on se retrouve en janvier. La mère de Matteo a besoin de documents qui se trouvent dans le coffre-fort. Elle l'ouvre, elle prend les documents et elle l'oublie de refermer derrière elle. 10 minutes après cet oubli, elle remonte à l'étage et elle peut voir que le coffre-fort est grand ouvert. Elle va donc voir Matteo pour lui dire que son argent a malheureusement disparu. Là, ça y est, Matteo et sa mère comprennent que quelqu'un dans la famille est en train de les voler. 2 mois passent et Sylvain et la mère de Matteo ont décidé de divorcer. Et bizarrement, depuis que Sylvain, Mandy et Maxime ont déménagé à cause du divorce, il n'y a plus de vol 1 mois après le déménagement. Une nuit parmi tant d'autres, Matteo rêve. Quand d'un coup, il se fait réveiller par du bruit qui provient du salon. Matteo, il ouvre donc la porte de sa chambre et il peut entendre que la télé est allumée. Il descend les escaliers pour voir si sa mère s'est endormie sur le canapé. Mais à la place, il voit Sylvain qui est endormi sur le canapé avec 4 couteaux sur la table basse devant lui. Silencieusement, Matteo remonte en tremblant. Il va dans la chambre de sa mère pour la réveiller et lui chuchoter que Sylvain est endormi sur le canapé avec 4 couteaux près de lui. La mère de Matteo va alors silencieusement appeler la police avec son téléphone portable. La police débarque 10 minutes plus tard et arrête Sylvain. Le lendemain, le téléphone de sa mère sonne et elle répond. Ce jour-là, la mère de Matteo ne lui a rien dit du tout. Mais 2 ans plus tard, elle lui a donné des informations. Ils étaient dans la voiture ce jour-là quand on lui a dit « Tu te souviens de l'appel du lendemain de l'intrusion de Sylvain ?» Matteo lui a répondu que oui, il s'en souvenait. Elle lui a alors dit « Je vais tout te raconter ». L'appel venait de la police et ils ont dit que Sylvain a un trouble mental et qu'il avait l'intention de tuer Matteo et sa mère au réveil. Il n'a pas avoué le vol de l'argent de Matteo, mais bon, il en est quasiment sûr que c'est lui. De plus, la mère de Matteo, elle a dit que sur toute la période avec Sylvain, elle s'était fait voler plus de 15 000 $. Quelques mois après l'incident avec Sylvain, ils ont déménagé. Sylvain, de son côté, il est maintenant en hôpital psychiatrique. Et malheureusement, la police n'a pas retenu le fait qu'il les ait volés puisqu'il n'y a pas de preuves concrètes. Voilà, c'est ainsi que se termine la première histoire. Alors pour cette deuxième histoire, le sujet principal va être du harcèlement scolaire. Donc si t'es pas à l'aise avec ça, je t'invite à quitter la vidéo. J'ai pas envie que t'aies des mauvais souvenirs qui remontent ou des trucs comme ça. Voilà. Prends soin de toi, je te fais des bisous. Pour ceux qui restent, je vais donc vous raconter l'histoire de Marianne. Elle nous raconte cette histoire puisque ça la hante depuis pas mal d'années. Marianne, elle a toujours une personnalité assez solaire. Du moins, c'est ce que sa famille et ses proches lui ont dit. Elle a eu une enfance très heureuse. Des amis, des passions. Puis d'un coup, tout a vrillé dès l'école primaire. En CE1, Marianne a rencontré une fille dans sa classe qui s'appelle Karine. Karine, elle est plutôt renfermée, timide et elle se fait pas beaucoup d'amis. Marianne, elle décide donc de se rapprocher d'elle pour pas qu'elle se sentent seules. D'ailleurs, au fur et à mesure, elles se rendent compte qu'elles ont une passion commune, le dessin. Elles sont devenues assez vite amies. Mais quelques temps après, les autres amis de Marianne lui ont rapporté que Karine est très jalouse d'elle et surtout de sa popularité dans l'école. Mais ce n'est que lorsque Karine a commencé à copier les dessins de Marianne, à les déchirer ou s'attribuer les dessins de Marianne, c'est là qu'elle a compris qu'il y avait une grosse rivalité entre elles. La maîtresse à l'époque est complètement dépassée par toutes les chamailleries qui parfois peuvent aller jusqu'à des bagarres entre filles. Quand Marianne entre en CM2, ça s'est terminé. Elle a totalement arrêté de tenir tête à Karine, sachant qu'en plus elle vient de perdre son chat qui est mort de vieillesse. Et au final, elle a plus entendu parler d'elle jusqu'en 6e. Et au collège, ça s'est pas du tout passé comme en primaire, puisque la plupart des élèves dans son collège la traitent de folle, puisque apparemment c'est une vraie pile électrique et personne ne veut rester avec elle puisqu'elle est chiante. Puis un jour, Karine réapparaît dans la vie de Marianne. Marianne ne se rappelle plus forcément comment ça s'est déroulé, mais elles sont devenues les meilleures amies. Soirée pyjama, secrets, discussions sur Skype jusqu'à tard le soir. Elles sont toute la journée ensemble. Marianne est maintenant en 4e et tout s'est écroulé. Le comportement de Karine redevient étrange à l'égard de Marianne. Des rumeurs tournent sur Marianne et elle ne sait jamais qui a commencé à les propager. À ce moment-là, Marianne, elle a un petit passe-temps, c'est se créer des histoires. Un jour, Marianne, elle décide de partager ses histoires avec des amis qui sont aussi amis avec Karine. Et malheureusement,
malheureusement ces dernières la traitent de menteuse et que soi-disant elle ne fait que voler le travail de Karine. Et comme vous l'avez compris, Marianne elle avait déjà raconté ses histoires à Karine. Puis les jours passent et tout s'accélère. Insulte sur Skype des amis de Karine. Marianne subit alors une perte de confiance en elle-même. Mais Karine de son côté elle la rassure. Mais Karine rassure alors Marianne en lui disant que de toute façon elle est là pour elle et que les autres ne comprennent rien de toute façon. Un autre jour, Karine l'appelle sur Skype et elle commence à lui hurler dessus. Marianne ne comprend pas et elle lui demande ce qui lui arrive. Karine lui dit alors que son petit ami de l'époque a mis fin à ses jours puisque Marianne aurait révélé qu'il était infidèle. Marianne est complètement choquée et ne comprend pas du tout ce qui se passe. Au passage, il faut savoir que Karine est en couple et que tous les deux ils se trompent mutuellement et que le copain de Karine avait menacé Marianne en lui disant que si elle disait quelque chose, il lui arriverait du mal. Marianne de son côté, elle sait qu'elle a rien dit du tout à ce sujet, mais comme elle veut pas perdre sa meilleure amie, et elle a rien dit du tout. Le lendemain, Marianne retourne à l'école et surprise, le copain de Karine n'est pas mort du tout. Karine se justifie alors en lui disant que c'était pour lui faire peur et voir si elle pouvait garder un secret. Les jours passent et Marianne commence à éviter Karine et ses amis. Mais de leur côté, elle se moque de Marianne et l'insulte tous les jours. Un jour comme un autre, malheureusement, les amis de Karine tourmentent Marianne. Karine de son côté, elle se contente à suivre Marianne pendant une dizaine de secondes. Quand d'un coup, un garçon qu'on va nommer Will vient lui parler en étant tout essoufflé. Will a l'air d'être paniqué, mais Marianne est tellement au fond du trou qu'elle ne l'a pas remarqué sur le moment. Après ça, le harcèlement au collège va se terminer puisque son crush de l'époque va l'intégrer à son groupe d'amis. Arrive alors enfin le lycée et cette histoire de harcèlement va finir. Mais c'est pas la fin de l'histoire pour autant. Marianne est alors en première et elle va être traumatisée à vie par Karine. D'ailleurs, cette période de sa vie c'est la pire de toutes. Le cancer de sa mère, rupture avec son petit ami, confirmation de dépression par un psychiatre. C'est alors qu'un jour Marianne rentre chez elle. Elle prend le bus et elle tombe sur Will. Will et Marianne ils sont restés bonnes amies mais ils se sont pas vus depuis un moment. Ils vont alors tous les deux s'installer au fond du bus. Ils vont alors parler d'un petit peu tout et rien et à la moitié du trajet, Marianne va demander ce qu'est devenu Karine. Du coup, Will devient extrêmement pâle et il lui dit qu'il a quelque chose à lui dire à propos de Karine. Il aurait aimé lui dire plus tôt, mais il avait vraiment peur. Après que Karine ait mis fin à sa relation avec son petit ami, ce dernier a été voir Will pour lui confier pas mal de choses sur elle. Il va alors lui dire que si Karine a arrêté d'emmerder Marianne en CM2, c'est pas parce qu'elle l'ignorait ou que son chat était mort, c'est juste que Karine était en train de préparer un plan machiavélique. Ce plan était de faire semblant d'être amie avec Marianne pendant 2 ans, de la 6e jusqu'à la 4e. Elle voulait en apprendre le plus possible sur elle pour la détruire psychologiquement. Et le jour où Will est venu en courant pour s'approcher de Marianne, c'est pas pour rien. Il a entendu une conversation entre Karine et ses copines. Et ce qu'il a entendu de la discussion, c'était: si Marianne ne se donne pas la mort suite au message sur Skype, je finirai le travail. En plus de ces paroles folles, il a aussi vu que Karine avait sorti un couteau de cuisine de son sac. Karine a aussi dit à son petit ami de l'époque qu'elle ferait tout ce qui est nécessaire pour que Marianne mette fin à ses jours. Heureusement pour Marianne, elle est jamais passée à l'acte. Aujourd'hui, Marianne a 18 ans, elle est en prépa d'art et elle a plus jamais recroisé cette psychopathe. Et elle espère ne jamais la recroiser, au grand jamais. À cause de cette histoire plus la maladie de sa mère, elle doit prendre régulièrement des médicaments contre la dépression et des somnifères pour ses insomnies. Elle va de mieux en mieux mais le chemin est rude. Le harcèlement c'est une plaie et ça l'a suivi pendant presque toute sa scolarité. D'ailleurs, elle espère que cette histoire sensibilisera des personnes et qu'il faut pas du tout hésiter à en parler à ses parents. Ne soyez pas seul, faites-vous aider puisque comme vous l'avez entendu, elle a peut-être échappé à la mort. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ambre. Et au moment de cette histoire, elle a 13 ans. Lors d'un mardi de novembre, Ambre va rentrer plus tôt de l'école, puisque son professeur de sport n'est pas là. Ambre sait que quand elle va rentrer dans la maison, elle sera probablement seule, puisque sa mère a un rendez-vous important à l'hôpital vu qu'elle est malade physiquement et moralement. Elle nous dit que sa mère est très maniaque à un assez gros stade, et elle supporte pas du tout que les choses ne soient pas à leur place dans la maison. Et elle nous dit que son père travaille durement pour amener de la nourriture à la maison.
Ambre va donc devoir rester seule jusqu'au retour de sa mère. Elle aurait aimé la prévenir qu'elle a fini plus tôt, mais malheureusement elle a cassé son téléphone 2 semaines plus tôt. Et comme ses parents n'ont pas forcément le budget pour lui en racheter un, et bah elle en a pas en ce moment. Sur la route pour rentrer chez elle, Ambre ressent une grosse douleur au niveau de la tête. C'est tellement insoutenable qu'elle commence même à y voir flou. Le sol devient de plus en plus proche. Ambre décide alors d'accélérer le pas car elle sent que la migraine prend de plus en plus d'ampleur. Mais plus la maison d'Ambre se rapproche, plus elle a une boule au ventre. Au point où quand elle arrive devant la maison, elle hésite à mettre la clé dans la serrure. Après 5 minutes d'hésitation, Ambre se dit: allez Ambre, ça y est, t'as plus 3 ans, arrête tes gamineries. Elle souffle un bon coup, elle met la clé dans la serrure, elle tourne et malheureusement elle peut voir que la porte est déjà ouverte. Quand elle constate ça, son cœur se met à battre la chamade. Au début, elle se dit: mince, ma mère a dû oublier de fermer la porte vu que c'est la dernière à être sortie de la maison. Elle part donc dans sa chambre en se disant que oui, c'est sûrement sa mère qui a oublié de fermer la porte. Une fois arrivée dans sa chambre, elle dépose son sac et commence à se déshabiller pour mettre son pyjama. Car oui, c'est toujours plus confortable d'être en pyjama. Vu que Ambre est dans sa chambre et qu'il n'y a personne dans la maison, elle a décidé de pas fermer sa porte à clé. Mais pendant qu'elle s'habille, elle a une sensation vraiment étrange, comme si quelqu'un était en train de l'espionner, et du coin de l'œil elle a pu voir une ombre passer super vite devant sa porte. La première réaction qu'elle a, c'est se couvrir puisqu'elle est en sous-vêtements à ce moment là, et deuxième chose, elle est totalement tétanisée. Pour vous dire, elle va rester figée pendant 10 bonnes minutes, et selon elle, elle reste comme une idiote à fixer la porte pendant 10 minutes. Elle est complètement bloquée, aucun muscle n'a l'air de vouloir bouger. Au bout de 10-15 minutes, elle va réussir à bouger très lentement sur la pointe des pieds pour atteindre la porte. Elle la ferme le plus délicatement possible et elle ferme le verrou qui va avec. Après avoir fait ça, elle s'assoit sur son lit. Ambre se persuade que cette ombre c'est sûrement le fruit de son imagination et que la peur lui joue des tours. Elle finit donc de s'habiller et elle s'apprête à sortir de sa chambre. Mais avant ça, Ambre a pris le soin de cacher une paire de ciseaux dans ses pantoufles. Simple précaution. Au pire, elle est idiote mais de toute façon elle est toute seule. Elle se dirige vers la cuisine, mais au même moment, Ambre remarque que pendant qu'elle marche, elle entend des bruits de pas et ils ont l'air synchronisés avec les siens. Comme la fois précédente, elle essaye de trouver un truc rationnel. C'est peut-être le parquet qui grince et ça la rassure. Arrivée dans la cuisine, elle commence à se préparer un sandwich pour le midi. Ambre veut donc prendre un couteau pour découper le fromage, mais en prenant le couteau dans l'étui, elle remarque qu'il en manque un. Le plus gros, celui que sa mère a l'habitude de prendre pour découper les grosses viandes osseuses. Dans un premier temps, Ambre elle se dit que sa mère a sûrement prévu de faire de la viande pour ce soir. Elle va donc regarder dans le frigo par curiosité. Et là, comme vous l'imaginez, il n'y a pas de viande dans le frigo. Forcément, Ambre est vraiment douteuse à ce moment-là. Elle se dit qu'il y a quand même une deuxième solution. C'est que son père a probablement mis le couteau dans le lave-vaisselle. Et lui, il est pas comme la mère, il aime pas forcément ranger. Et malheureusement, il n'y a pas de couteau dans le lave-vaisselle. Pour Ambre, effectivement, là ça commence à faire beaucoup. Là, Ambre elle commence réellement à s'inquiéter. Comme je vous l'ai dit, sa mère n'utilise ce couteau que pour faire des grosses viandes. Et si son père l'avait utilisé, il se serait pas fait chier. Il l'aurait mis dans le lave-vaisselle. Ambre commence donc à réaliser qu'elle est probablement pas seule dans la maison. Et qu'un inconnu se balade dans la maison depuis le début. Et qu'il est très probablement armé du couteau qui fait la taille de l'avant-bras de Ambre. Ça y est. Elle en est persuadée, quelqu'un est là, avec elle. Elle n'a qu'une chose à faire, c'est sortir. Mais son instinct lui dit de ne surtout pas sortir en courant, puisque Ambre sait qu'il y a quelqu'un dans la maison. Mais cette personne ne sait pas que Ambre est au courant. Ambre fait alors mine de rester très calme. Dans un premier temps, elle prend le téléphone fixe. Mais il y a un manque de chance évident, sa mère ne l'a pas remis correctement sur le socle, et du coup il est déchargé. Elle décide donc de jouer le plus gros bluff de sa vie. Elle va faire semblant d'appeler son père. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle sait toujours pas comment elle a fait pour maîtriser sa voix et qu'elle semble pas tremblotante. Allô, oui papa? Ça y est, je suis rentré. T'arrives de ton côté? Quand ça? Dans 5 minutes. Avec ton ami? Lequel? Ah oui, le militaire. Ah ouais, il vient avec son chien. Ah oui, il est grave beau son chien. Oui, je sais qu'il est dangereux. Bah après tout, c'est un chien policier, hein. Ah, tu conduis là? D'accord, je te laisse. À tout de suite, bisous. Dès qu'elle a raccroché, elle a entendu le parquet au premier étage. Dès qu'elle a entendu le parquet, son niveau de peur a augmenté d'un niveau. Elle va enlever ses pantoufles pour mettre ses baskets le plus discrètement possible. Au passage, dans la cuisine, elle a pris le soin de prendre un couteau. Elle arrive devant la porte d'entrée, elle tourne les clés, mais heureusement pour elle, elle n'avait pas fermé la porte à clé au final. Du coup, elle sort de la maison tout doucement. Une fois de l'autre côté, elle a refermé la porte en essayant de faire le moins de bruit possible. Mais à ce
moment-là, elle se fige. Elle retient toutes ses larmes de sortir. Une fois qu'elle a repris ses esprits, elle court chez sa voisine. Sans même lui expliquer quoi que ce soit, elle lui demande juste son téléphone. La voisine ne comprend rien du tout à la situation, mais elle lui laisse quand même son téléphone. Ambre compose alors le numéro de son père et elle l'appelle. Ça sonne quand soudain retentit la voix de son père à l'autre bout de la ligne. « Papa ? Ambre ? Mais avec quel téléphone tu m'appelles ? Pourquoi tu m'appelles pas avec le fixe ? Papa, s'il te plaît, rentre. Mais qu'est-ce qui se passe, Ambre ? Pourquoi tu pleures ? Rentre maintenant. » Juste après ça, elle a raccroché. Après 5 minutes, Ambre peut voir son père passer devant la maison. Elle sort, elle court vers lui et elle lui saute directement dans les bras. Son père ne comprend pas du tout la situation et lui demande qu'est-ce qui se passe. Ambre se décide donc à tout lui raconter. Son père la regarde et il la croit. Et il demande ensuite à la voisine d'appeler la police. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, Ambre et son père ont ouvert la porte aux policiers. Ils ont donc vérifié chaque pièce de la maison une par une. Rien. Aucune trace, aucune empreinte. Vraiment rien. Un policier s'est alors approché d'Ambre et son père pour lui dire qu'il n'y a rien du tout. Ambre, ça lui fait bizarre d'entendre cette réponse puisqu'elle est sûre à 100% de ce qu'elle a vu et entendu. Et en plus de ça, il y a une chose qui l'inquiète. L'une des fenêtres de la maison est ouverte. Alors que quand elle est sortie, elle sait pertinemment que toutes les fenêtres étaient fermées. Du coup, elle a décidé de donner cette petite info de dernière minute, mais ils lui ont dit qu'ils pouvaient rien faire de plus, ils feront juste des petites patrouilles de temps en temps. Depuis cette histoire, elle a pas eu plus de nouvelles, ce qui fait qu'elle en reste traumatisée, à tel point que Ambre ne veut pas rester toute seule dans la maison. Ses parents lui ont donc acheté un nouveau téléphone et ils ont fait installer des caméras de sécurité. Voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Anna. Un soir, pendant un week-end, elle se fait une pyjama party avec ses amis. On a Hélène, Emma, Julien, Mia et elle-même qui s'appelle donc Anna. Et à cette époque, faut savoir qu'ils ont à peu près 15-16 ans. Ah, et ils sont accompagnés du petit toutou d'Hélène qui s'appelle Rocky. La soirée se déroule normalement et à un moment, Mia propose d'aller promener Rocky. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est l'hiver, donc il fait noir et froid. Il est 18h30 passé et la maison d'Hélène est dans un coin paumé. Il n'y a pas beaucoup de lampadaires et le long de la rue, donc quand il fait noir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Le groupe d'amis commence à promener Rocky et à un moment, il passe par une aire de jeu. Mia, Julien et Anna décident de monter sur l'un des jeux qui fait une sorte de toile d'araignée. Hélène et Emma, quant à elles décident de rester en bas avec le chien. De leur côté, elles disent aux trois amis, bah vous savez quoi, nous on va continuer la balade avec le chien. Du coup, les trois amis se disent, bon allez, on va descendre nous aussi, on va faire la balade avec vous. Une fois arrivés sur la terre ferme, ils peuvent se rendre compte que les deux amis ont déjà une bonne longueur d'avance. Donc Mia, Julien et Anna décident d'avancer dans les bois pour les rejoindre. Ils avancent mais vraiment péniblement puisque les deux seules sources de lumière c'est celles des filles mais qui sont déjà à pas mal de mètres devant eux. Et surtout au moment de monter dans la petite attraction, Mia et Anna ont donné leur téléphone, histoire de pas les casser, donc seul Julien a son téléphone avec lui. Bref, le groupe de trois amis décide d'avancer. Et à un moment, les lumières des filles de devant s'éteignent. À ce moment-là, Anna regarde Julien et lui dit « Oh les connasses, 100% elles veulent nous faire une blague ». À ce moment-là, les trois amis se sont mis à rigoler et ils continuent d'avancer dans les bois qu'ils ne connaissent pas vraiment. En avançant, Anna commence à avoir un mauvais feeling. Tellement mauvais qu'elle a l'impression d'être en danger. Anna décide donc de hurler le nom de sa meilleure amie pour la retrouver. Et évidemment, elle ne répond pas. Les filles sont introuvables. Là, à ce moment-là, Anna, elle nous dit qu'elles auraient pu très bien faire demi-tour et qu'elles auraient pu les attendre au niveau de la plaine. Mais non, ils veulent absolument retrouver leurs amis, ce qui est bien normal, puisque techniquement ils ont pas tellement d'avance sur eux non plus. Le groupe de trois amis continue d'avancer et à un moment ils arrivent devant une énorme flaque de boue d'environ 15 cm de profondeur et 15 mètres de long. En voyant ça, Anna elle se dit mais ça a aucun sens, pourquoi elles auraient traversé cette flaque de boue? Les trois amis essayent donc de trouver un moyen de contourner cette flaque de boue mais il n'y a pas moyen, ce qui va faire plutôt rigoler notre groupe de trois amis. Enfin, Julien un petit peu moins puisqu'il avait mis des chaussures toutes blanches et qu'elles étaient neuves. Alors je peux vous dire qu'il arrête pas de se plaindre. Après avoir continué un petit peu après la flaque de boue, Anna ressent son mauvais feeling qui revient. Mais cela puissance 10. Elle ne sait pas pourquoi mais elle se sent tellement mal qu'elle n'arrive même plus à avancer un pied. Elle se retourne donc vers ses amis pour leur dire bah je sais pas où on va, sérieux on les trouve pas. Et les trois amis décident donc de couper à travers tous les buissons jusqu'à trouver une rue qui borde les bois. Une fois sur la rue, ils veulent retourner
retourner chez Hélène et les attendre. Julien et Mia ils sont d'accord avec l'idée de Anna, donc à un moment ils se retrouvent à une sorte de croisement. À gauche il y a le chemin pour revenir vers les bois et à droite le chemin donne sur le jardin d'une maison qui longe la route à droite. Pour eux c'est hors de question de repasser par les bois et donc cette fameuse flaque de boue. Pendant qu'Anna regarde le chemin de droite, elle peut voir que des buissons se mettent à bouger alors qu'il n'y a pas du tout de vent. Au début elle se dit que c'est sûrement un animal et elle continue donc sa route qui est vers le jardin à droite. Les trois amis avancent et là c'est la déception. Ils ne peuvent pas avoir accès à la rue étant donné qu'il y a un portail et que la maison est entourée d'une barrière. Elle fait à peu près 1,50 m de hauteur. Comme je vous l'ai dit, ils sont très déçus et ils essayent de trouver une porte à laquelle ils pourraient toquer pour demander à l'habitant s'il peut les aider. Pendant qu'ils cherchent une porte, Julien reçoit un appel de la part d'Hélène. Il répond à l'appel et Emma leur dit « Les gars, je sais pas où vous êtes mais rentrez vite, on a croisé un mec dans les bois. Il avait l'air vénère et on a pris la fuite. Mais il nous a suivis pendant un moment avant de nous laisser. » En entendant ça, Anna elle tape la meilleure barre de sa vie. Mais elle dit à Emma qu'au final c'est pas du tout marrant. Juste après avoir dit ça, Hélène va prendre le téléphone et dire « Anna, t'as rien compris du tout. C'est vraiment pas une blague. » Et pendant qu'elle dit ça, Anna peut voir la silhouette d'un homme qui est en train de s'approcher d'eux. Et il tient quelque chose dans sa main. Là, Anna devient blanche comme un cadavre. Julien raccroche et leur dit « Courez !» Là, les trois amis tapent leur meilleur sprint jusqu'à la barrière. Anna commence à grimper par-dessus. Une fois qu'elle est plus ou moins passée, elle regarde derrière ses amis et elle peut voir que l'homme est vraiment en train de se rapprocher. Anna va se casser la gueule par terre et quelques secondes après, elle est rejointe par ses amis. Ils vont donc se relever et retaper le meilleur sprint de leur vie vers la maison d'Hélène. Il leur reste quoi, une quinzaine de mètres à faire avant d'arriver à la maison d'Hélène quand ils peuvent voir Hélène et Emma qui leur sautent dans les bras. Du moins les filles se sautent dans les bras entre elles et Julien il finit avec Rocky. Juste après ça, Hélène va leur expliquer ce qui s'est passé. Un mec est sorti des buissons et il a commencé à leur courir après. Le mec les a suivis jusqu'à un croisement, elles ont pris un certain chemin et elles ont réussi à le semer. Ensuite elles sont retournées à l'aire de jeu là où elles ont réussi à se cacher. Apparemment au passage Rocky c'était sa meilleure balade de toute sa vie et c'est à ce moment là qu'elles ont réussi à appeler Julien. Ensuite ils sont tous rentrés dans la maison et Anna a fini par fondre en larmes. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jade. Et quand ça commence, elle a à peu près 16 ans. D'ailleurs, toute cette histoire va commencer puisqu'elle fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Théo. À première vue, Théo, c'est l'homme idéal. Il est parfait. Il est très gentil, attentionné, il écoute Jade quand elle parle, mais elle ne sait pas qu'elle vient de rencontrer un véritable monstre. Lors de son premier rendez-vous avec Théo, Jade a eu un sentiment de malaise tout le rendez-vous, malgré le fait que tout se passe extrêmement bien. Et pour couronner le tout, à la fin du rendez-vous, Théo il lui propose de se mettre en couple. Pour Jade c'est évident, c'est impossible de se mettre en couple alors qu'ils viennent de faire un seul rendez-vous. Elle ne le connaît pas suffisamment. Et au fur et à mesure des semaines, Théo et Jade s'envoient des SMS, ils se voient et ils s'entendent extrêmement bien. Et c'est vrai qu'à première vue, il n'y a aucune raison de ne pas entamer une relation avec lui. Puisqu'aux yeux de Jade, Théo c'est vraiment l'homme parfait. Du coup elle accepte de se mettre en couple avec lui. Au début de la relation, tout se passe très bien. Mais malheureusement, vous vous en doutez, ça va très vite changer. Jade a fait des découvertes de plus en plus effrayantes à propos de Théo. Déjà, son comportement a radicalement changé. Son comportement ne plaît plus du tout à Jade. Il essaye de la manipuler avec des cadeaux hors de prix, en lui disant que ces cadeaux y servent à lui rappeler qu'il faut pas qu'elle le quitte. Ensuite, Jade a découvert que Théo était obsédé par l'argent. Théo est quelqu'un de très riche mais aussi de très radin et qu'il ferait tout pour s'enrichir. En plus de ça, elle a découvert qu'il était obsédé par elle depuis qu'il l'avait vue la première fois. Il lui a dit être tombé amoureux dès la première seconde. Jade, elle nous dit que Théo il a des penchants très pervers dans la vie privée et qu'elle veut pas nous donner tous les détails tellement ses souvenirs la font souffrir. De jour en jour, Jade est de plus en plus oppressée par Théo. À force, Jade est juste dégoûtée de Théo. Il ne partage pas du tout les mêmes opinions. En fait, il a joué un rôle pendant des mois. Il jouait le rôle de quelqu'un de très bien, mais en réalité, c'est quelqu'un de méchant, raciste et misogyne. Tout ce qu'on peut détester chez une personne. Au bout de 2-3 mois de relation, Jade veut rompre avec Théo, mais elle a découvert quelque chose qui fait que ça l'empêche plus ou moins de le faire. Théo est très riche puisque sa famille est très riche, mais elle a aussi découvert que Théo y gagnait de l'argent de façon illégale. Du coup, Jade a peur puisqu'il a beaucoup d'argent et beaucoup de contacts, et que s'il veut lui faire du mal, eh bien c'est facile pour lui. Elle nous dit qu'à ce moment-là, elle est pas sûre que Théo puisse faire du mal à une autre personne, jusqu'au moment où elle va découvrir
découvrir quelque chose qui va lui faire changer d'avis. En fouillant dans la boîte à gants de la voiture de Théo, elle peut apercevoir une arme à feu et lui a fait très clairement comprendre que si jamais elle le quittait, il pourrait s'en servir. Et d'ailleurs, il lui a raconté une histoire à propos de cette arme et d'un ami qui l'aurait trahi. Théo aurait séquestré dans la voiture de son coffre un de ses amis pour lui dérober une grosse somme d'argent et aussi pour se venger. Sauf qu'un jour, ça en est trop pour Jade. Tous les jours, elle ne fait que pleurer. Elle n'arrive plus à faire semblant. Elle n'est plus capable de continuer cette relation. Rien que le fait de l'embrasser, ça en est trop pour elle. Elle lui explique donc par message qu'elle a besoin de temps pour être seule et réfléchir à leur relation. Elle nous avoue qu'elle voulait le faire en face à face, mais elle a très peur de sa réaction. À ce moment-là, elle ne veut qu'une chose, c'est qu'il lui foute la paix, puisqu'elle est dans une sorte de burn-out. Elle en est malade. Malheureusement, après l'avoir quitté, rien ne va s'arranger et la descente aux enfers va même commencer. Théo lui dit au début de leur rupture qu'il comprend sa décision, mais qu'il veut rester ami avec elle pour garder un certain lien car il est très triste. Il va énormément jouer avec les émotions de Jade et en abuser. Il lui fait comprendre que s'il ne reste pas ami, il va mettre fin à ses jours. Jade décide donc de lui dire oh, ok, on va rester amis, pas de souci. Mais au fil des jours, Théo a commencé à devenir fou et il commence même à lui envoyer des je t'aime constamment en sachant pertinemment qu'elle a besoin d'espace. Et il commence même à lui dire qu'il accepte pas l'excuse du je veux être seul. Et il lui dit même que au final, si elle l'a quitté, c'est parce qu'elle le trompait et qu'elle était là juste pour son argent. Théo veut faire en sorte que ça soit Jade la méchante dans toute l'histoire. Et à ce moment-là, pour Jade, ça devient vraiment du harcèlement moral. Le gars est un véritable stalker qui est obsédé par Jade. Théo regarde constamment la localisation de Jade grâce aux différents réseaux sociaux. Lorsqu'il lui a dit ça, Jade l'a bien évidemment bloqué. Et à partir de ce moment-là, il l'a harcelé sur tous les réseaux sociaux. Et ça, tous les jours avec plusieurs comptes. Il va même passer des commandes sur internet qui vont directement aller dans ses boîtes mail. Théo va alors continuer à jouer sur la corde sensible en lui disant que si elle continue à le bloquer, il va donc mettre fin à ses jours. Mais en parallèle, il continue de la harceler. Jade nous dit que pour sa santé mentale, elle a pas le choix de le bloquer puisqu'il lui envoie des messages comme si tu ne me réponds pas avant cette heure-là, je me tue ou je te ferai du mal. Là, ça en est vraiment trop pour Jade, elle le bloque sur ses différents réseaux sociaux et sur son téléphone. Et jusqu'au moment où elle reçoit des messages sur ses deux autres comptes Instagram qui normalement sont vraiment privés et dont Théo ne connaît même pas l'existence normalement. Après ça, elle va recevoir des appels en masse provenant de différents numéros de téléphone. Mais elle sait très bien que c'est Théo qui achète plein de cartes SIM. Là, il la pousse vraiment à bout en lui disant que ce serait mieux qu'elle mette fin à ses jours. On arrive maintenant à une période du confinement et à ce moment-là, Théo lui réclame 3000 € pour qu'elle puisse être tranquille. Sinon, il ne lâchera pas l'affaire. Et dans tous ses messages et appels, Théo est très instable. Un jour, il lui dit je t'aime et un autre jour, il l'insulte de tous les noms. Et la situation sur Instagram est de pire en pire puisque quand elle bloque Théo, il ne reste pas bloqué très longtemps. Elle suppose donc qu'il a piraté les 3 comptes Instagram et comme ça, il peut se débanner tout seul. Le mental de Jade se détériore. Elle se sent comme séquestrée, privée de tranquillité et de liberté. Le confinement se termine et Théo a commencé à vraiment la menacer. Comme quoi il allait venir taper sur ses amis. Théo l'appelait pour lui dire des phrases du style « Le meilleur des meurtres, c'est de se donner la mort ». Après ça, Jade a décidé d'en parler à ses parents. Elle a même prévenu les parents de Théo, mais ça n'a rien changé. Sachant que maintenant, elle ne peut même plus sortir de chez elle. Théo fait maintenant des tours en voiture tout le temps dans son quartier en espérant la voir. Pour vous dire, Jade doit sortir accompagnée sinon elle ne peut pas sortir. Car elle sait que si elle sort seule, il peut vraiment lui arriver le pire. Pour vous dire, le moindre bruit dans le couloir le soir peut la faire trembler de peur. Elle en vient même à barricader sa porte. Une fois, Théo est venu en bas de chez Jade pour discuter avec le père de Jade. Forcément, c'est parti en cacahuète et le père a mis une grosse claque à Théo. Après avoir pris sa bonne grosse claque, il a décidé d'appeler des amis à lui au téléphone. Jade peut entendre Théo parler au téléphone et il parle même de tuer le père de Jade. Et que ça y est, il va mettre ses menaces à exécution. Comme quoi, il va mettre Jade et sa famille au fond d'un gouffre. Elle a porté plainte cette journée-là, mais malheureusement, Jade n'a pas été très bien accueillie par les policiers et ils ne l'ont pas du tout aidée. L'un des policiers lui a même dit qu'elle était consentante puisqu'elle répondait à ses messages et qu'elle devrait simplement l'ignorer. Sa plainte auprès des policiers est restée en stand-by pendant 1 an. 1 an pendant lesquels les policiers n'ont strictement rien fait. Pendant cette année-là, il devient même de plus en plus violent. Il va crever les pneus de la mère de Jade au moins 7 fois, rayer la carrosserie au couteau
couteau en déposant la lame juste à côté. Il y a même des gens qui vont rapporter à Jade qu'ils ont entendu Théo dire qu'il aurait engagé quelqu'un pour assassiner son père. Au total, après 1 an de plainte en été 2021 du coup, les harcèlements se produisent de moins en moins. Théo se fait de plus en plus discret, mais ça n'empêche pas Jade d'avoir peur. Elle doit toujours sortir de chez elle accompagnée ou avec une bombe lacrymogène. Pour vous dire, elle nous a détaillé qu'une petite partie de ce qu'il lui a fait subir. Théo n'avait aucune pitié, puisque oui, le harcèlement s'est terminé non pas grâce à la police ni à la justice, mais Théo a été emporté dû à une maladie. Jade a donc été libérée de tout son malheur puisque son agresseur est mort. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Bill. Il a maintenant 17 ans, mais quand cette histoire s'est produite, il en avait 14. Tout ça commence lorsque Bill doit rentrer des cours. Il nous précise que pour rentrer chez lui, il doit faire 1h30 à 2 heures de route à pied. Bon, je sais pas où il habite, mais c'est clairement chaud. Et apparemment, ça tombe pas n'importe quel jour. Ça tombe à la fin d'octobre, c'est-à-dire Halloween. Et mine de rien, il fait nuit assez tôt. Bill nous dit que sur les routes qu'il emprunte, il y a souvent du monde, donc rien d'inquiétant. Il y a des maisons, de la verdure, une sorte de parc. Il y a normalement beaucoup de passages et de bruit. Mais ce soir-là, il n'y a aucun bruit. Même pas un chat. Il nous dit même que sur le moment ça l'étonne mais que ça sort très vite de sa tête. Il se dit que c'est normal puisque c'est le soir d'Halloween, les gens ils font d'autres trucs. La nuit tombe vraiment et son instinct lui dit quelque chose. Mais pour l'instant il décide de pas y prêter attention. Mais au bout d'un moment il se dit que la boule au ventre elle est sûrement pas là pour rien. Il se sent comme suivi. Il a envie de se retourner pour vérifier mais clairement ça lui fait peur. Il va donc souffler un bon coup, prendre son courage à deux mains et se retourner. C'est là que ses doutes se sont confirmés. Il y a bel et bien un homme crasseux avec une bouteille d'alcool à la main et une capuche sur la tête. Bill ne peut donc pas voir son visage. Cependant, cet homme ne lui adresse pas la parole et il est vraiment loin de Bill. Bill il a noté quelque chose, c'est que cet homme il fait pas mal de bruit avec sa bouche. Apparemment, il respire très fort. Bill continue donc de marcher pendant une bonne dizaine de minutes en essayant d'oublier la présence de cet individu. Jusqu'au moment où il peut entendre une voix rire et quelqu'un crier « Jeune homme !» Bill il fait mine de rien avoir entendu et il continue à marcher. Pour vous dire, il se retourne même pas. Mais là, il va entendre un autre cri. « Jeune homme !» Bill ne se retourne toujours pas. Il a peur, il a un mauvais feeling. Et après quelques secondes, il s'aperçoit qu'il n'entend plus la respiration de cet homme. Plus un bruit, plus de pas. Rien. Comme vous vous en doutez, Bill il a le réflexe de se retourner pour regarder. Et évidemment, il s'est fait avoir, l'homme est bien là, devant lui. Le gars s'est arrêté de marcher et on dirait qu'il retient sa respiration. L'homme lui adresse la parole et lui dit alors « Ma jambe est blessée, tu peux m'aider, je t'en supplie ». Il lui dit tout ça avec une voix aiguë et paniquée. Forcément, Bill il se dit c'est pas du tout logique. Pourquoi il m'a pas averti avant? Du coup, Bill y répond pas et l'homme va alors se figer et crier « Viens m'aider maintenant !» Bill est complètement tétanisé et avec un élan de panique, il commence à rassembler toutes ses forces et décide de courir à toute vitesse. Bill entend l'homme faire exactement la même chose que lui. Tous les deux ont couru sur plusieurs mètres jusqu'à arriver dans une forêt, là où il a perdu de vue Bill. Une fois avancé dans la forêt, Bill il a réussi à se cacher dans un arbre. Le gars est en train de le chercher et il va alors s'arrêter devant l'arbre de Bill. L'homme va alors enlever sa capuche et Bill va devenir tout pâle en voyant ce qu'il va voir. L'homme est vêtu d'un masque blanc avec des taches rouges sur le côté gauche. Bill il peut voir que le gars est toujours en train de le chercher avec sa bouteille d'alcool à la main. Puis soudain, sans aucune raison apparente, l'homme va se mettre à rigoler. Suite à ce rire très bizarre, il va crier « Joyeux Halloween !» Ensuite, il va repartir. Bill il va rester caché dans l'arbre pendant un bon moment et une fois qu'il est sorti de la forêt, il a quand même tracé sa route. En rentrant chez lui, Bill en a parlé à ses parents. Ils ont appelé la police et ils ont fait une déposition. Et 2 semaines après avoir reporté ces faits, la police les a recontactés pour leur informer avoir aperçu le type de la dernière fois dans la même rue et qu'ils ont sûrement une théorie. Vu que Bill il emprunte toujours le même chemin pour rentrer chez lui, et ce gars-là l'a pris pour cible et qu'il a décidé manifestement de l'attaquer le soir d'Halloween. Bill il sait pas du tout ce qu'il lui voulait cet homme-là et il espère ne jamais le recroiser. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Neil et elle a 12 ans. Un jour, Neil elle invite Celia, une de ses meilleures amies, à passer la journée chez elle. Elles sont toutes les deux potes depuis la 6e, sachant que là elles sont en 5e. Ce jour-là, elles ont passé une très bonne journée. Elles ont mangé, rigolé, joué, enfin bref, une bête de journée. Mais de temps en temps, Neil elle a l'impression d'entendre des bruits de pas à l'étage. Du coup, elle est partie parler de ça à son père et lui a dit que c'était rien. C'était juste le bois qui travaillait. Neil écoute ce que son père lui dit et continue sa journée normalement. À un moment, les filles se disent qu'elles vont aller manger
manger un petit truc dans le salon qui se trouve au 2e étage. Forcément, elle passe par la case escalier et ils arrivent directement dans le salon, qui donne directement sur 4 portes. L'une d'entre elles donne sur la chambre de Neil, une autre sur la chambre d'Amy, une sur des WC et une dernière sur une salle de bain. Les filles sont en train de discuter tranquillement et à un moment elles peuvent voir la poignée qui fait des petits allers-retours, sans que la porte s'ouvre pour autant. Du coup elles se regardent choquées et paniquées et toutes les deux elles se disent mais c'est quoi ce bordel? Au même moment où elles sont en train de se dire ça, tout s'arrête. Là, Neil elle stresse vraiment et son amie Celia lui dit allez vas-y, va voir. Neil refuse, elle a trop peur pour aller voir toute seule et elle veut pas aller demander à son père puisqu'elle sait qu'il va pas la croire. Allez, Neil s'est bien reboosté à fond et elle se dit qu'elle va aller regarder, sachant que Celia est juste derrière elle. Neil ouvre très légèrement la porte et y a rien. Elle ouvre un tout petit peu plus et non, a priori y a rien. Du coup les filles referment la porte en vitesse et Neil vient même à penser à une certaine théorie, que c'est peut-être l'un des chats qui a fait ça. Sur le coup, Neil elle se dit que ouais, ça peut être une explication. Certes, pas ultra logique, mais pourquoi pas. Et surtout, c'est pour se rassurer, puisque si c'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être? Neil et Celia vont donc se rasseoir sur le canapé et continuent à jouer. Elles sont restées là avec la boule au ventre et toujours aussi stressées en regardant la porte. Les minutes passent et rien d'autre d'alarmant n'arrive. À un moment, les parents de Celia sonnent pour récupérer leur fille. Une fois qu'elle est partie, Neil va donc parler de cette histoire à son père. Son père lui dit alors « Mais t'inquiète pas, vous avez dû rêver ». Neil se dit « Mais rêver, c'est pas possible, on était deux à avoir vu la même chose ». Elle repense à tout ça quand d'un coup la sonnette de la maison retentit. C'est la maman de Neil qui vient la chercher. Puisque oui, les parents de Neil sont séparés mais ils sont toujours en bons termes. Neil et sa mère sont installés dans la voiture, le père est en train de discuter à la mère de Neil quand d'un coup Neil peut apercevoir quelqu'un dans la chambre d'Amy. Elle essaye de le faire comprendre à ses parents en faisant mais il n'y a rien de bien compréhensible qui sort de sa bouche. Forcément, quand les parents de Neil regardent, bah il n'y a plus rien. Mais là, Neil elle est sûre de ce qu'elle a vu, il y avait bien quelqu'un dans cette chambre. La semaine passe et Neil revient chez son père avec qui elle a passé toute l'après-midi. Il parle de tout et de rien et à un moment son père lui dit « Ah au fait, t'avais raison ». Sur le coup, Neil elle comprend pas ce qu'il veut dire et elle le laisse continuer ses explications. Tu sais le week-end dernier, l'histoire dont tu m'as fait part, et bah j'ai trouvé la porte-fenêtre ouverte, alors que de base elle ne devrait pas l'être. Si je reste rationnel, c'est le vent qui l'a ouvert. Mais ça m'étonnerait. Il va lui parler pendant plusieurs minutes et clairement lui confirmer qu'il y a de grandes chances pour que quelqu'un se soit introduit chez lui. Il a même remarqué des empreintes de pas dans la maison alors que normalement tout le monde enlève ses chaussures quand tu rentres chez lui. Et que heureusement Neil l'a grillé par la fenêtre parce que sinon on sait pas ce qu'il aurait fait. Pour le coup, le père de Neil n'a pas porté plainte puisque pour lui il a pas de preuves suffisantes, mais il a quand même alerté le voisinage. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Elsa, elle a 22 ans et elle est étudiante à l'université. Elsa, c'est une jeune femme célibataire qui profite bien de sa vie étudiante pour faire pas mal de rencontres. Elle va à des soirées et tout, mais elle nous dit que ça l'empêche pas d'être une personne sérieuse dans le reste de ses études. Elle nous dit d'ailleurs qu'elle a une petite bande de potes qui se compose de Marie et Bastien. Et que pour elle, ça lui suffit, certes, ils sont que 3, mais ils s'entendent très bien, c'est les meilleurs amis du monde. Et ce qui caractérise par-dessus tout leur petit groupe d'amis, c'est qu'ils ont un point en commun. C'est l'humour. Ils adorent se faire des blagues entre eux. Petite dernière chose que Elsa aimerait nous dire à propos de Bastien et Marie. Ils sont maintenant ensemble depuis le début de la rentrée scolaire. Et Elsa, elle nous avoue qu'elle est vachement contente pour eux, mais bon, elle se sent un petit peu seule. Mais ne vous inquiétez pas, son amie Marie est là pour elle. Elle a décidé de l'inscrire sur des sites, applications de rencontres. Elsa, au début, elle est totalement contre. Mais bon, avec le temps qui passe, elle se laisse emporter dans cette histoire d'application de rencontres. Elle nous dit qu'elle recherche pas forcément un profil en particulier. Elle veut juste quelqu'un qui soit gentil, intentionné et qui se complète entre eux. Bref, le temps passe et Elsa a fait plusieurs rencontres sur cette application. D'ailleurs, ces rencontres se passent toujours dans un bar ou dans un lieu public. Elle nous dit qu'elle fait ça pour sa sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Bref, un jour elle est sur son application de rencontre et elle tombe sur un profil merveilleux. Et il a l'air de lui correspondre totalement. Déjà, elle nous dit que sur la photo de profil, le gars il est complètement à tomber. Il a les yeux bleus, il est brun, il est un petit peu bronzé. Et en fouillant un petit peu plus dans ses photos, elle peut voir qu'il a l'air très sociable. En étudiant un peu plus son profil, elle voit qu'il est blagueur et qu'il étudie la même chose qu'elle et qu'ils ont pas mal de passions en commun. Elsa décide donc d'aller lui parler. Le courant passe plutôt bien et elle décide de lui poser la question fatale. Pourquoi un mec dans son genre est toujours célibataire? Avec son profil, il devrait faire tellement fondre de cœur autour de lui. Pour seule réponse qu'elle a eue, c'est qu'il ne veut pas que sa copine fréquente la même université que lui. Elsa, sur le moment, elle trouve ça bizarre, mais bon, elle se dit bon allez, je vais laisser tomber, peut-être qu'il a pas envie d'en parler pour l'instant.
l'instant. Après de longues discussions, Elsa va proposer à cet homme que l'on va appeler Mathieu de se rencontrer dans un lieu public pour faire plus ample connaissance. Mathieu va tout simplement accepter, yes. La date et le lieu de rendez-vous sont planifiés pour le week-end, c'est-à-dire dans quelques jours. Le jour J arrive, Elsa est toute excitée de cette rencontre. Elle a déjà eu pas mal de rendez-vous, mais rien de concret. Et surtout, elle tombe sur des types qui recherchent qu'un coup d'un soir. Elsa elle a beaucoup parlé de cet homme à ses amis Marie et Bastien. Et eux de leur côté, ils trouvent que c'est trop beau. Je sais pas, il y a quelque chose qui louche. Le mec a l'air vraiment trop beau, c'est un mannequin. Ils ont donc demandé à Elsa de rester très prudente et de faire en sorte qu'il y ait toujours du monde autour d'eux. Elsa leur a dit, y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vais faire. Elle leur a dit, de toute façon c'est simple, en partant de chez moi, je vous envoie un petit texto et en revenant c'est pareil. Elsa s'apprête à partir et envoie donc un message à ses amis pour leur dire qu'elle va partir et qu'elle se rend dans un bar qui se situe dans un centre commercial. Elsa prend sa voiture direction le centre commercial. Le trajet se passe plutôt bien, un peu de bouchon mais c'est normal à cette heure-ci. Elsa elle est arrivée avec un petit peu d'avance, du coup elle décide de s'installer dans ce bar en attendant Mathieu. Elsa elle est tellement excitée qu'elle a commandé un petit truc histoire de passer le temps et pour elle les 15 minutes d'avance qu'elle a c'est juste trop, le temps ne veut pas passer. Puis les minutes passent. L'heure convenue est passée depuis 4-5 minutes mais aucun signe de vie de Mathieu. Elsa ne panique pas du tout, elle se dit que Mathieu est sûrement dans les bouchons et que c'est normal d'avoir un petit peu de retard. Elle décide quand même de lui envoyer un petit message pour savoir si oui effectivement il est bien sur la route. Mathieu lui répond dans la même minute et lui dit qu'il est en route et qu'il a juste un petit problème mais qu'il arrive bientôt. Les minutes passent, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes et puis 1 heure, sachant qu'en même temps Elsa elle envoie un tas de messages à Mathieu, mais malheureusement il n'y a aucune réponse de la part de Mathieu. Elsa repart du rendez-vous totalement dégoûtée. En rentrant chez elle, Elsa décide donc de le bloquer sur l'appli et son numéro de téléphone. Elle a pas besoin d'un vieux mytho qui fait le mort quand elle lui pose une question, et elle prend une simple décision, c'est d'arrêter les applis de rencontre. Elle a l'impression que pour elle ça marche pas. Au bout de quelques jours, Elsa s'est remis de cette relation fictive et se dit bon allez, j'ai pas eu de chance. Elle se dit bon allez, moi aussi je peux sûrement trouver l'amour comme Marie et Bastien. Au bout d'une semaine, Elsa va commencer à recevoir des messages assez bizarres d'un numéro inconnu, du genre je te vois. Au début elle fait pas attention à ces messages, elle pense que c'est quelqu'un qui se trompe de numéro. Le lendemain elle reçoit le même SMS de la même personne. Elsa lui répond donc ah ouais c'est qui? La personne lui répond alors tu portes un joli haut aujourd'hui, tu mets bien tes formes en valeur. J'adore. En lisant ça, Elsa elle se dit ah ok j'ai compris ce qui se passe. Il faut savoir que Marie et Bastien ils doivent aller en centre-ville pour aller s'acheter leur nouveau téléphone. Et pour elle c'est clair, c'est Marie et Bastien qui lui font une blague à 100%. Du coup c'est simple, Marie va répondre à ce message en disant eh ouais c'est surtout pour toi que je me mets en valeur bébé. Tout ça bien évidemment pour rentrer dans leur jeu. Et malheureusement de nos jours elle regrette encore cette phrase. Après ça Elsa se rend à son université, suit ses différents cours et capte entre deux cours ses amis. Et elle leur demande à qui appartient le numéro de ce matin. Marie et Bastien comprennent pas du tout ce que Elsa est en train de leur raconter. Ils lui disent clairement bah non c'est pas nous en fait. Ok on fait peut-être des blagues de temps en temps mais là pour le coup je te jure c'est pas nous. Elsa elle prend son téléphone et elle leur montre toute la discussion. Elsa voit de suite la réaction de Marie et Bastien et elle sait pertinemment que effectivement c'est pas eux qui lui font une blague. Et de leur côté ils lui disent que c'est sûrement un faux numéro qui s'est trompé. Elsa se dit donc bon allez moi j'en ai rien à foutre de ce numéro, je le bloque pas, rien à faire mais juste j'y réponds plus. Mais plus les jours passent, plus les messages sont de plus en plus violents et dans un langage bien plus explicite. Je suis chaud pour toi, c'est quand tu veux. Au bout d'un moment, Elsa va bloquer ce numéro. Mais le truc c'est que les messages vont pas s'arrêter pour autant, puisqu'elle va recevoir ces messages provenant de divers numéros. Et en plus de ça, les choses vont s'accentuer, puisque en plus de recevoir ça sur son numéro de téléphone, ça va s'amplifier et ça va s'étendre à ses réseaux sociaux. Et j'ai pas fini, elle va recevoir des lettres dans sa boîte aux lettres du coup. Elle nous dit que cette personne est vraiment très inventive. Elsa en a directement parlé à ses amis qui lui ont dit d'aller voir la police pour aller porter plainte. Ce que Elsa a bien évidemment fait, mais les policiers lui ont dit que vu que c'était que des messages et qu'il n'était pas très agressif, eh bien il ne pouvait rien faire pour le moment. Et que si jamais il commençait à être agressif dans ses propos, là il faudrait les recontacter. À force, Elsa elle sait pas quoi faire. Tous les jours c'est des dizaines de messages comme ça. Et je vous épargne pas mal de messages qui ont pour sujet je te prends dans cette position pour faire ceci. Un jour, pas comme les autres du coup, Elsa va recevoir
recevoir bien plus que ça. Elle va recevoir des parties génitales en photo, ainsi qu'une photo d'une personne qui est ligotée à un lit. Là, je peux vous dire que Elsa, elle commence vraiment à avoir peur et elle va recontacter la police. Là, la police lui a dit que ça y est, ils ont enfin pris en compte sa déposition et qu'ils vont surveiller les alentours. De son côté, Elsa continue de vivre sa vie et fait sa petite routine, c'est-à-dire bloquer tous les numéros qui lui envoient ce genre de choses. Mais malheureusement pour elle, ça ne fonctionne pas, il y a toujours de plus en plus de numéros ou de faux comptes sur les réseaux sociaux. Quelques jours après l'envoi de ses photos spéciales, Elsa doit répondre à des appels car elle a passé pas mal d'entretiens. Du coup, elle pense que c'est sûrement l'un des patrons qui l'appelle pour lui donner des nouvelles. Mais ce qu'elle va entendre va lui glacer le sang. La personne qui est au bout du fil respire très bruyamment avec de longs souffles. La peur s'empare d'Elsa qui n'ose même pas bouger pendant au moins 15 à 20 secondes. Elle entend cet individu au téléphone qui ne fait rien d'autre à part respirer. Pour Elsa, les secondes ont duré des minutes, mais quand elle a réussi à retrouver ses esprits, elle a directement raccroché. Après ça, Elsa devient de plus en plus paranoïaque et elle se méfie de tout le monde. Elle a clairement peur pour sa sécurité. Au mois de janvier, la situation va passer à un nouveau cran. Elle va recevoir une photo de sa maison avec écrit dessus « À bientôt mon amour ». Pour Elsa, c'est simple, il y a une seule chose à faire, c'est directement aller consulter la police. Mais bon, comme vous en doutez sûrement, la police lui répond que bah ouais, c'est une photo de sa maison et alors. Elsa est vraiment dégoûtée de voir que la police ne fait rien, sachant que le lendemain de la réception de cette photo, il va se passer quelque chose, ou du moins plutôt rien. Je m'explique, en fait, elle ne reçoit aucun message de cette personne qui la harcèle. Au final, c'est plutôt cool. Elsa se dit bah peut-être que ce gars s'est arrêté de lui-même et qu'il a arrêté tous ses fantasmes bizarres. Le mois de janvier va donc se dérouler normalement. Elle a même fait la rencontre d'un certain Antoine. D'ailleurs, Antoine est aussi célibataire, mais je vous arrête tout de suite. Elsa tient à nous préciser que Antoine est gay et que du coup il y aura que de l'amitié entre eux, mais c'est déjà très bien. Le mois de février arrive et Elsa et Antoine sont de plus en plus amis et ils décident qu'ils vont passer la Saint-Valentin ensemble puisque c'est quand même mieux que d'être tout seul. Elsa tient à nous préciser quelque chose sur Antoine. C'est Antoine qui lui a parlé de son orientation sexuelle puisque elle avait même pas capté au final. Et pour la soirée de la Saint-Valentin, ils ont pas préparé grand chose, juste ils vont chill devant la télé et ils vont dormir chez Elsa tranquille quoi. Le jour de la Saint-Valentin arrive et la journée se passe très bien. Elsa est même partie faire des courses un petit peu plus tôt dans la journée pour remplir le frigo de toutes les conneries possibles. Et surtout beaucoup de glace, elle nous dit. La soirée arrive et Elsa reçoit un message d'un numéro inconnu qui lui dit « Joyeuse Saint-Valentin ». Elsa panique en voyant ce message et elle se demande si c'est une bonne idée d'inviter Antoine ce soir chez elle. Mais bon, elle reprend du poil de la bête et elle se dit que personne ne va gâcher sa soirée. Ni sa vie, ni ses projets, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, elle se dit que ce serait mieux quand même de parler de cette histoire à Antoine. Elle se souvient plus trop, mais Antoine est arrivé entre 19 et 20 h. Les deux amis prennent l'apéro et décident de se mater toutes les séries à l'eau de rose. Mais Elsa veut lui parler de ce détraqué qui n'arrête pas de la harceler. Elle lui explique donc toute la situation. Mais Antoine lui dit « T'inquiète pas, avec moi ce soir, t'as rien à craindre ». Il faut savoir que Antoine il a fait pas mal de boxe pendant un moment, du coup Elsa ça la rassure un petit peu. Et leur soirée se passe relativement bien. Rien d'anormal et aux environs de 1h, 2h du matin, Elsa et Antoine décident d'aller se coucher. Elsa a préparé à Antoine une petite chambre d'amis. Antoine souhaite la bonne nuit à Elsa et il part dans sa chambre d'amis. Elsa rentre donc dans sa chambre qui est plongée dans le noir. Elle se dirige en direction de la lumière, mais dans le noir elle peut voir une ombre. Du coup elle décide de prendre le premier truc qui est à sa portée, jeter ça sur cette ombre et d'allumer la lumière instantanément derrière. Mais heureusement pour elle, il n'y a rien. C'est juste l'ombre d'un arbre qui longeait sa fenêtre. Là, Elsa, elle se dit qu'elle devient vraiment parano avec toute cette histoire. Bref, elle se dit qu'elle devrait se détendre et quoi de mieux qu'un bon petit bain pour ça. Pendant son bain, son téléphone ne fait que vibrer. Elle se demande bien qui ça peut être et elle espère de tout son cœur que ce n'est pas ce sale type qui ne fait que de l'harceler. Elle sort de la salle de bain avec une petite serviette autour d'elle et elle consulte son téléphone. Et là, ce qu'elle va voir, ça la fait littéralement flipper. Elle voit une photo de sa maison qui a l'air de dater d'aujourd'hui. Et il y a des messages qui accompagnent cette photo. J'espère que t'as bien profité de la fête de ce soir avec ce minable car j'arrive. Nous allons pouvoir nous aimer. Et je te promets que je te chérirai de toutes mes forces. Ne t'inquiète pas, je vais me débarrasser de ce minable pour nous. Il ne t'embêtera plus. Et vraiment, ça s'arrête pas là, il y en a encore d'autres. Comme, je viens te sauver, n'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je t'aime ma princesse. Je peux vous dire qu'à la lecture de ces messages, elle a déjà très peur. Et je sais même pas si elle attend de se rendre compte que la peur envahit son corps qu'on peut entendre un énorme boom dans la maison. Elsa court voir ce qui se passe et Antoine fait de même.
Et là, elle comprend qu'un taré est en train de rentrer dans sa maison. Elsa ne cherche pas à comprendre et elle appelle directement la police. Quelques secondes après, ils peuvent voir un homme qui est en train de leur foncer dessus. Enfin, plus précisément sur Antoine, et il se met vraiment à l'attaquer. Une bagarre éclate dans le salon entre Antoine et un homme qui, à première vue, ressemble à Mathieu. Là, dans le cerveau de Elsa, ça fait un tour. Le mec chelou qui n'arrête pas de la harceler depuis plusieurs mois, c'est Mathieu, le gars de l'application de rencontre. Elle essaye de lui dire d'arrêter, mais il écoute pas du tout. Et elle peut même voir qu'à ce moment-là, Mathieu est en train de sortir un couteau de son manteau. Là, Elsa devient toute pâle et elle dit à la police qu'il faut vraiment que là, il se grouille le cul. Et que le gars dans la maison a maintenant un couteau. Dans le salon, Antoine essaye de rester à distance de Mathieu puisqu'il a un couteau sur lui. Et Mathieu va alors sortir une phrase d'un calme olympien. « Ne t'inquiète pas ma chérie, je viens te délivrer de cette merde qui t'a souillé. Y a que moi qui peux te toucher. Je suis là pour te retrouver et faire ma vie avec toi. Mais n'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. » De son côté, Antoine, il en a profité que Mathieu était distrait pour lui sauter dessus. Au passage, ça a fait tomber le couteau et il a réussi à le maîtriser. Étant maîtrisé, Mathieu est parti en hystérie totale et il a commencé à insulter tout le monde. Il a dit à Elsa qu'il avait fait ça pour eux deux et que c'était une grosse et que c'était de sa faute si elle arrêtait pas de coucher avec tout le monde. Et que lui, de son côté, il voulait juste défendre sa bien-aimée à tout prix. Et que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, qu'elle aurait dû repartir avec lui. Puis, alléluia, les policiers sont enfin arrivés et ils ont arrêté cet homme. Elsa a alors porté plainte contre lui et les policiers lui ont dit que c'était la première fois qu'ils avaient affaire à cette personne, mais qu'effectivement il avait un dossier dans un hôpital psychiatrique pour des problèmes de dépendance. L'affaire du procès est toujours en cours, donc Elsa ne peut pas nous dire s'il sera condamné. Et si jamais il est condamné, combien de temps il fera en prison. Mais elle nous dit qu'elle aimerait bien qu'il fasse une bonne dose quand même. Pour la dernière phrase, Elsa nous dit qu'elle a jamais refoutu les pieds sur une appli de rencontre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laura et elle va bientôt avoir 24 ans. Elle va nous raconter son histoire qui s'est déroulée le 3 septembre 2020. Juste avant, elle nous donne 2-3 petits éclaircissements. Il faut savoir que ses parents et elle viennent de déménager il y a 2-3 mois dans une nouvelle ville. Elle nous dit que c'est dans une petite ville et dans un quartier très tranquille. Et elle nous précise en second point qu'avant cet emménagement, elle habitait seule avec son père. Et quand ils n'habitaient que tous les deux, eh bien ils avaient l'habitude de ne pas fermer la porte à clé. Laura a commencé un nouveau travail le 24 août 2020 dans une boulangerie, qu'il a fait parfois commencer assez tôt. Tout se passe bien jusqu'au jeudi 3 septembre 2020. Cette nuit-là, elle doit se lever à 5h30, vu qu'elle commence le travail à 6h30. Et malheureusement, à cette heure-ci, dans sa petite ville, il n'y a pas de transport en commun. Le mercredi 2 septembre, sa mère lui a assuré qu'elle l'emmènerait au travail sans aucun problème, mais que contrairement à la fois dernière, elle se lèverait plutôt que de rester à tourner en rond dans son lit, puisque malheureusement, la mère de Laura, elle souffre d'insomnie. Le mercredi soir arrive et Laura se couche tôt. La nuit se passe relativement bien, mais à 5h du matin, elle est réveillée par le bruit d'un tiroir. Bien évidemment, à cette heure-ci, elle a pas toute sa tête et il lui faut un petit peu de temps pour comprendre que c'est le tiroir de la salle de bain du bas. Laura, elle se pose pas plus de questions que ça, elle se dit que c'est sûrement sa mère qui est en train de se préparer. Elle se dit donc tant mieux, moi il me reste une demi-heure à dormir. Mais pas de chance pour elle, à 5h15, son chat rentre dans la chambre et se met à miauler. Ce qu'elle trouve assez bizarre étant donné que d'habitude, il miaule pas. Et faut aussi savoir qu'elle laisse la porte de sa chambre ouverte, comme ça le chat il peut venir et rentrer comme il veut. Laura se lève alors et elle se dit que le chat veut sûrement sortir dehors et que par malchance la porte est fermée. Elle descend les escaliers dans la pénombre étant donné qu'elle connaît la maison par cœur. Elle ouvre alors la porte au chat qui hésite à sortir. Laura le pousse alors un petit peu pour qu'il aille dehors et elle remonte pour aller prendre sa douche. Elle va dans la salle de bain de l'étage qui n'est utilisée que par elle-même. Elle se prépare tranquillement, mais à 5h45 elle réalise que sa mère n'est pas en bas, alors que pourtant elles doivent bientôt partir. Laura elle trouve ça bizarre que sa mère soit repartie se coucher, mais bon elle est sûrement fatiguée. Elle va donc dans sa chambre, la réveille un petit peu et elle descend pour aller se préparer un café. Une fois arrivée dans la cuisine, Laura allume la lumière, puis la machine à café et sa mère la rejoint dans la cuisine. Laura elle trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi sa mère est en pyjama sachant qu'il y a 1 heure elle venait de se préparer? Elle est pas coiffée, elle est pas maquillée, elle est vraiment en pyjama. Laura nous dit qu'on va mettre ça sur le fait qu'elle a la tête dans les fesses, mais elle y prête pas attention plus que ça. Elle se prépare donc son café et sa mère lui demande ce qu'elle faisait à 5h du matin en bas. Et elle lui reproche même d'avoir fait beaucoup de bruit. Laura lui répond alors que non, elle était en train de dormir et du coup c'était pas elle. La mère de Laura va alors rester figée et silencieuse. La mère de Laura va alors faire des allers-retours entre la cuisine et le salon. Tout ça sans allumer la lumière. Elle va alors revenir devant Laura et lui dire:
Pourquoi c'est le bordel ici? Laura se dit alors que sa mère s'est levée du mauvais pied et qu'elle casse les cacahuètes. Laura va alors continuer à regarder son café couler et puis à un moment Laura réalise que sa mère la fixe depuis de longues secondes, ce que Laura trouve vraiment très étrange. Sa mère est vraiment en train de la dévisager. La mère et la fille vont alors se fixer comme ça pendant un bon petit moment et la mère va faire un nouveau aller-retour entre la cuisine et le salon et elle revient voir Laura avec une tête figée. Laura est en train de mettre 2 cuillères à soupe dans son café quand d'un coup sa mère a prononcé ces mots-là. Putain, quelqu'un est rentré dans la maison. Le sang de Laura s'est glacé. Son cœur s'est mis à battre tellement fort qu'elle a cru qu'il sortait de sa poitrine. Et pour la première fois de sa vie, elle a eu tellement peur qu'elle avait envie de faire pipi. Laura va alors regarder sa mère et lui dire: arrête tes conneries, franchement ça me fait pas rigoler, ça me fait même plutôt peur. Laura va alors se diriger vers le salon qui n'est pas encore éclairé et elle va allumer la lumière. Quand elle va allumer la lumière, elle va se rendre compte que c'est un bordel plus. Tous les tiroirs sont retournés, les coussins du canapé sont à gauche, à droite, le sac à main de la mère et la sacoche de son père n'est plus là. Et à première vue, c'est pareil pour les téléphones portables des parents. Ça, c'est le premier constat. Le second, c'est pourquoi elles n'ont pas entendu cette personne sortir alors que la porte d'entrée est vraiment très bruyante. Ce qui les amène à se poser une certaine question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison? C'est à partir de ce moment-là qu'elle réalise ce qui est vraiment en train de se passer. Laura réfléchit rapidement et elle prend son téléphone pour appeler les téléphones de ses parents. Tout ça afin de voir si ça sonne dans la maison. De cette manière, ils ont pu retrouver le téléphone portable de sa mère, qui était caché sous une pile de désordre. En entendant tout ce bazar, le père de Laura s'est réveillé et il est maintenant descendu. Les deux femmes lui ont alors expliqué ce qui s'était passé et il a appelé la gendarmerie. Quand la gendarmerie est arrivée, la mère de Laura l'a amenée à son travail. Pour vous dire, elle était en retard de seulement 5 minutes étant donné que sa mère sur la route, elle a fait vouf. Le père de Laura, quant à lui, il est resté avec la police. À la fin du service de Laura, c'est son père qui vient la chercher, étant donné qu'ils doivent se rendre à la gendarmerie. Les gendarmes vont alors leur dire qu'ils ont trouvé une bonne partie de leurs affaires. Ils ont été jetés dans les bois à côté de chez eux. Ils ont retrouvé les divers sacs à main et tout, mais sans les portefeuilles. Et caché avec tout ça, il y avait plusieurs objets qui leur appartenaient pas du tout. Un tournevis et plusieurs couteaux. Le lendemain, Laura a appris que 5 autres maisons de leur quartier ont été cambriolées sans effraction, tout comme eux. Laura nous dit que le principal, c'est que tout le monde va bien. Elle aurait pu tomber nez à nez avec le ou les cambrioleurs et on sait pas ce qui se serait passé. La mère de Laura lui a même avoué que heureusement qu'elle savait que sa fille travaillait tôt et que du coup elle pensait que c'était elle. Sinon elle serait descendue pour voir qui foutait ce bordel. Après ça, le père de Laura a changé toutes les serrures et maintenant je peux vous dire qu'il ferme la porte à clé tout le temps. Et en plus de ces sécurités là, ils ont décidé d'adopter un petit berger allemand. Au moment où elle écrit le thread, il a que 3 mois le chiot mais il fait déjà son boulot. Et dernier petit mot, les intrus n'ont jamais été retrouvés. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread. Et ben voilà les petits potes, vous avez regardé 1 heure de thread horreur. Bravo, franchement c'est pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans quelles conditions vous les avez regardés. Tranquillement, dans le canapé avec une bonne glace. Est-ce que vous étiez en train de cuisiner vos petites crêpes? D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en garder. Ou bien, ça se trouve, vous m'entendez pas étant donné que vous vous êtes endormi devant la vidéo. Effectivement, ça marche aussi. Bon, trêve de plaisanterie, un grand merci à vous d'avoir regardé toute cette vidéo. Franchement, ça me fait ultra plaisir, vous êtes vraiment des anges. Bon, si jamais tu penses que t'en as pas eu assez, eh bien je t'invite à aller voir la chaîne d'Arzil. Elle va te proposer de nouveaux threads d'horreur inédits que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Avant de se quitter, le petit pouce bleu si jamais tu l'as pas fait. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.